J'ai découvert que mon mari avait une deuxième famille, un dimanche matin, alors que je me tenais pieds nus dans ma propre cuisine, tenant un téléphone qui n'était pas le mien. Une voix de femme m'a demandé si j'étais en route. En arrière-plan, un petit garçon suppliait quelqu'un de ne pas commencer sans lui. Mes mains sont devenues glacées, bien avant que mon cerveau ne comprenne. 27 ans de mariage, et en l'espace de 11 secondes, je suis devenue une étrangère dans ma propre vie. J'ai attrapé mes clés, avant même d'avoir pris une décision. J'avais besoin de le voir, de mes propres yeux. Pendant près de 2 ans, Michael quittait la maison chaque dimanche matin. Toujours la même routine, debout avant 7 heures, le café bu debout au comptoir, la veste déjà enfilée. Il n'expliquait jamais où il allait. Il embrassait simplement mon front et disait « Je serai de retour en début d'après-midi », comme si c'était la phrase la plus ordinaire du monde. Et pendant longtemps, j'ai accepté que ce soit ordinaire. C'est ce qui arrive, quand on est avec quelqu'un depuis l'âge de 22 ans. On arrête de poser des questions. On fait confiance à la présence de la personne, bien plus qu'on ne remet en question les zones d'ombre de son emploi du temps. Nous nous sommes rencontrés à l'université, nous nous sommes mariés 2 ans plus tard, et nous avons élevé notre fille Anna ensemble, dans cette même maison en briques en Normandie, où nous vivons encore aujourd'hui. Michael est ingénieur en structure. C'est le genre d'homme qui lit les manuels d'instruction de la première à la dernière page avant de monter quoi que ce soit, qui vérifie les serrures 2 fois le soir, et qui, en presque 3 décennies, ne m'a jamais donné une seule raison de douter de lui. Il n'est pas romantique, au sens traditionnel du terme. Il montre son amour en réparant des charnières, en payant les voitures comptant, et en faisant discrètement le plein d'essence avant les longs trajets. J'avais construit toute ma compréhension de lui sur ce genre de constance. Alors, quand les disparitions du dimanche ont commencé, je me suis dit que ce n'était rien. Peut-être un passe-temps, peut-être quelque chose qu'il voulait garder juste pour lui. Et honnêtement, je comprenais que le mariage ne signifie pas posséder chaque heure de la vie de l'autre. Ce dimanche-là en particulier, je me suis réveillée engourdie, avec cette fatigue qui vous fait bouger plus lentement que d'habitude. Michael était déjà habillé, se déplaçant rapidement, tapotant ses poches comme il le fait quand il est en retard. Il a attrapé ses clés sur le crochet, a prononcé sa phrase habituelle, et a franchi la porte avant même que je n'ai versé mon café. Je suis restée à la fenêtre, observant son pick-up reculer dans l'allée, les feux arrière disparaissant au coin de la rue des Érables. Je me suis retournée vers l'îlot central pour commencer ma matinée, et c'est là que je l'ai vu, son téléphone, posé juste là sur le granit, l'écran noir, oublié dans sa précipitation. En toutes ces années passées ensemble, Michael n'avait jamais oublié ce téléphone. Ce n'est pas un homme cachotier, mais c'est un homme prudent. L'appareil le suit partout, même pour aller chercher le courrier. Le voir posé là me paraissait étrange, comme de trouver une chaussure sans sa paire. Je n'y ai presque pas touché. Je veux être honnête à ce sujet. Une petite partie de moi, loyale, a failli le laisser reposer là, jusqu'à ce qu'il rentre à la maison. Mais soudain, il s'est allumé, vibrant contre le comptoir, et avant même d'y réfléchir à 2 fois, j'ai décroché, supposant que c'était peut-être quelque chose d'urgent, le travail, peut-être, ou son frère. « Et, tu es en route ?» a demandé une voix de femme, chaleureuse et familière, comme si ce n'était pas la première fois qu'elle passait cet appel. Ethan n'arrête pas de demander si tu arrives. Je n'ai rien dit. Ma bouche refusait tout simplement de bouger. Il ne veut pas commencer sans toi, a-t-elle ajouté. Et il y avait un sourire dans sa voix, naturelle et sans méfiance, la voix de quelqu'un qui savait exactement à qui elle parlait, sauf qu'elle ignorait manifestement que c'était moi. La ligne a été coupée avant que je ne puisse répondre. Je suis restée plantée là, tenant le téléphone de Michael comme s'il allait exploser dans ma main. Mon premier instinct n'a pas été la colère. C'était quelque chose de plus froid, une sorte d'incrédulité qui rendait la cuisine soudain étrangère, comme si je me trouvais dans la maison de quelqu'un d'autre. J'ai regardé l'écran. Aucun nom n'était associé à l'appel manqué. Juste un numéro que je ne reconnaissais pas. En dessous, un unique message envoyé 1 heure plus tôt, une adresse sur la rue des Saules. Rien d'autre. Pas de cœur, pas de « j'ai hâte de te voir ». Rien de ce qu'on attendrait d'une liaison.
Juste des coordonnées, comme un point de ralliement. Cela aurait dû me réconforter. Mais ce ne fut pas le cas. Cela rendait les choses pires, d'une certaine façon. L'aspect si banal de la chose, sa routine, comme si c'était tout simplement ainsi que fonctionnaient les dimanches désormais. Et j'étais la seule à ne pas avoir été prévenue. Je suis restée pétrifiée pendant un long moment, fixant cette adresse, sentant 27 années de ma vie basculer sous mes pieds. Puis, j'ai fait une chose que je n'avais jamais faite, durant toute l'histoire de notre mariage. J'ai pris mes propres clés, glissé le téléphone de Michael dans mon sac à main, pour pouvoir le lui rendre plus tard sans dire un mot, et je suis sortie vers ma voiture. Je me répétais que je voulais juste des réponses. Je me disais que je pouvais encore faire demi-tour, mais mes mains braquaient déjà le volant en direction de la rue des Saules, mon cœur battant à un rythme que je ne reconnaissais pas. C'était un instinct sourd qui me poussait en avant, bien avant que mon esprit n'ait pleinement pris conscience de ce que j'étais en train de faire. Le trajet a duré 18 minutes. Je me souviens de chacune d'entre elles. Près de l'école, j'ai ralenti par habitude, même si on était dimanche. Le parking de l'église se remplissait de voitures. Le monde ordinaire continuait de tourner autour de moi, pendant que le mien s'effondrait silencieusement. La rue des Saules s'est révélée être un quartier calme, bordé de maisons modestes, avec des porches décorés de carillons et de petits drapeaux de jardin. Le genre de rue où rien ne semble capable de cacher un secret. Je me suis garée 2 maisons plus loin, le moteur coupé, les mains toujours sur le volant. À travers la fenêtre d'une petite maison bleue, je l'ai vu. Michael, dans son pull gris du dimanche, agenouillé sur la pelouse près d'un vélo. Et puis un garçon, d'à peine 12 ans, est sorti en courant par la porte d'entrée, et a jeté ses 2 bras autour du cou de mon mari, comme s'il avait attendu ce moment précis toute la semaine. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas respiré. Je suis restée là, dans ma voiture, regardant l'enfant d'un inconnu serrer mon mari comme s'il lui appartenait, et j'ai senti l'architecture entière de mon mariage s'effondrer silencieusement autour de moi. Je suis restée dans cette voiture pendant ce qui m'a semblé être 1 heure, bien que ce fût probablement plus proche de 10 minutes. Assez longtemps pour que mon café refroidisse dans le porte-gobelet. Assez longtemps pour regarder le garçon tirer Michael par la manche, en direction du garage. Tous les 2 riaient de quelque chose que je ne pouvais pas entendre, à travers la vitre. J'attendais que la scène prenne sens de la façon dont je l'avais déjà imaginée, la pire des façons, celle que chaque épouse redoute dans les recoins silencieux de son esprit. Une 2e famille, un fils caché. 27 ans. Et, quelque part en cours de route, mon mari s'était construit une autre vie, à 2 villes de distance, et l'avait soigneusement dissimulée dans ses dimanches. Une femme est sortie sur le porche, s'essuyant les mains sur un torchon, et j'ai reconnu sa voix, avant même d'analyser son visage. La même chaleur familière de l'appel téléphonique. Elle semblait avoir la trentaine, les cheveux bruns tirés en arrière, et arborait l'expression fatiguée mais compétente de quelqu'un qui a appris à faire tourner une maison toute seule. Elle a interpellé le garçon, qui a crié en retour qu'il arrivait tout de suite. Et pendant un instant, tous les 3 se sont tenus ensemble dans la cour, comme une photographie que je n'aurais jamais dû voir. Je me suis préparée au pire. J'ai ordonné à mes mains d'arrêter de trembler. Je me suis dit que, peu importe ce que c'était, je l'affronterais directement, de la même manière que j'ai affronté tout le reste dans ma vie, les yeux grands ouverts. Mais, en observant plus longtemps, quelque chose ne correspondait pas à l'histoire que j'avais déjà écrite dans ma tête. Michael ne l'a pas touché. Pas une seule fois. Pas une main dans le dos, pas un regard prolongé, aucun de ces petits gestes physiques qui existent entre des personnes partageant plus que de l'amitié. Lorsqu'elle lui a tendu un verre de thé glacé, il l'a pris avec un simple « merci » et s'est immédiatement retourné vers le garçon, examinant la chaîne du vélo comme si c'était la tâche la plus importante de sa semaine. Il n'y avait aucune tension dans l'air entre eux. Aucune de cette électricité que j'aurais reconnue instantanément, même après toutes ces années. Ce que je voyais, au lieu de cela, paraissait presque domestique d'une autre manière, pratique, sans précipitation, familier, et d'une façon qui n'avait absolument rien à voir avec la romance. Pendant la demi-heure qui a suivi, j'ai regardé mon mari accomplir des choses ordinaires. Il s'est assis à une table de pique-nique avec le garçon,
une feuille de problèmes de mathématiques étalée entre eux, l'accompagnant patiemment dans des divisions longues, avec la même douceur constante qu'il avait utilisée, autrefois, pour apprendre à Anna à faire un créneau. Il a resserré la chaîne du vélo et vérifié les plaquettes de frein. Il a marché jusqu'à la cour latérale, où un homme plus âgé, aux cheveux argentés et aux épaules larges malgré son âge, se débattait avec une tondeuse à gazon. Les deux hommes ont travaillé ensemble pour la démarrer, échangeant des mots que je ne pouvais pas entendre, mais que je pouvais lire facilement dans leur posture, détendue, sans gêne, comme des hommes qui avaient fait cela de nombreuses fois auparavant. Plus tard, la femme a apporté un plateau de sandwich, et tous les quatre se sont assis ensemble à la table de pique-nique, pour ce qui ressemblait à un déjeuner du dimanche des plus banals. Michael a coupé le sandwich du garçon en deux, sans qu'on le lui demande, exactement de la même manière dont je me souvenais qu'il le faisait pour Anna, quand elle était petite. Ma poitrine s'est serrée en voyant cela. Pas de jalousie exactement, mais d'un sentiment plus étrange, quelque chose de plus proche de la confusion. Cela ne ressemblait pas à une trahison. Cela ressemblait à un sentiment d'appartenance. Et d'une certaine façon, cela m'a perturbé encore plus. Je suis rentrée chez nous, avant Michael. J'ai pris soin de rester un bon pâté de maison derrière lui, au seul carrefour où nos chemins auraient pu se croiser, mon cœur tambourinant pendant tout le trajet. J'ai glissé son téléphone à nouveau sur le comptoir de la cuisine, exactement là où il l'avait laissé, puis je me suis occupée avec du linge que je n'avais pas besoin de plier, mon esprit ressassant des explications qui refusaient de prendre une forme cohérente. Quand Michael a franchi la porte, cet après-midi-là, il avait l'air qu'il avait toujours, après ses sorties dominicales, un peu rougi par le soleil, légèrement satisfait de lui-même, et portant un sac en papier du magasin de bricolage. Il l'a posé sur le comptoir et a commencé à le déballer, sans cérémonie, un livre pour enfants sur le système solaire, un petit kit d'avion miniature encore dans sa boîte, et un paquet de crayons de couleur, le genre qu'on vend en gros à la pharmacie. Je me tenais dans l'encadrement de la porte de la cuisine, le regardant déballer ses objets, comme un homme revenant d'une course qu'il avait faite une centaine de fois auparavant. Pas de fleurs, pas de bijoux, pas un seul article qui parlait de romance, de culpabilité, ou le genre de cadeau qu'un homme achète pour apaiser sa conscience. Juste des fournitures pour un enfant qui, apparemment, avait besoin d'un tuteur en mathématiques et de quelqu'un pour réparer sa chaîne de vélo. « Tu as passé une bonne journée ?» ai-je demandé, d'une voix plus ferme que je ne le pensais. « Ouais » a-t-il dit, en levant brièvement les yeux, avec ce même calme indéchiffrable sur son visage. « Une bonne journée. » Il n'en a pas dit plus, et je n'ai pas insisté. Mon instinct me disait que ce que j'avais vu dans la rue des Saules n'était pas l'image complète, que je me trouvais au bord de quelque chose de bien plus grand qu'une liaison, quelque chose que je n'avais pas encore les mots pour nommer. Je repensais au visage du garçon quand il avait couru serrer Michael dans ses bras, à la joie si pure qu'il dégageait, à la façon dont il s'était accroché une seconde de plus qu'un simple bonjour ne l'exige. Les enfants ne feignent pas ce genre de soulagement pour des étrangers. Ils le réservent aux personnes qui comptent. Cette nuit-là, allongée à côté de mon mari dans l'obscurité, je me suis surprise à faire quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années, l'étudier comme un puzzle, au lieu de le voir comme une présence familière. 27 ans, et j'ai réalisé que je ne lui avais jamais demandé ce qu'il faisait de ses dimanches, parce que je n'en avais jamais ressenti le besoin. Maintenant, cette question pesait lourdement dans ma poitrine, m'empêchant de dormir. Je ne lui ai rien dit, ce soir-là. Je n'étais pas encore prête, mais je savais déjà que je retournerais dans la rue des Saules le dimanche suivant. Car, peu importe ce que c'était, je ne pouvais pas faire semblant de ne rien avoir vu, et je ne pouvais pas continuer à faire comme si je n'avais pas cherché. La semaine qui a suivi a ressemblé à deux vies séparées, vécues à l'intérieur de la même maison. En surface, tout continuait exactement comme d'habitude. Michael partait au travail à 7 heures, rentrait à 18 heures, me demandait comment s'était passée ma journée pendant le dîner, et s'endormait devant le journal télévisé du soir, ses lunettes de lecture toujours perchées sur le nez. Mais sous cette surface, je l'observais, maintenant. Je l'observais vraiment, d'une manière que je ne m'étais pas permise depuis des années. J'ai remarqué des choses que j'avais ignorées auparavant. De petits détails qui étaient là, sous mes yeux, déguisés en rien du tout. Un reçu de magasin de loisirs créatifs,
dans la poche de sa veste, listant des bâtons de colle et du papier cartonné. Un morceau de papier millimétré plié dans son pick-up, couvert de ce qui ressemblait à des corrections de devoirs de géométrie, avec son écriture en lettres d'imprimerie si familière. Un livre pour enfants sur les volcans, à moitié caché sous le siège passager, la reliure déjà usée par la lecture. Rien de tout cela n'avait attiré mon attention avant, car rien ne le nécessitait. Désormais, chaque objet ressemblait à un indice, dans une histoire que je commençais tout juste à lire. Au milieu de la semaine, notre garage avait accueilli de nouveaux résidents, que je ne pouvais m'expliquer par aucune réponse rassurante. Une petite boîte à outils, avec des poignées rouges et clairement dimensionnées pour des mains d'enfant, reposait sur l'établi, à côté de celle de Michael. Un casque de vélo pour enfants était accroché à un crochet près de la porte, sentant encore légèrement le plastique neuf. Un jeu d'échecs, à moitié assemblé, trônait ouvert sur une table pliante, une partie mise en pause en plein milieu d'un coup, comme si quelqu'un avait l'intention de la terminer plus tard. Un soir, pendant que Michael était à l'intérieur pour laver la vaisselle, je me suis tenue dans ce garage, fixant ces objets comme une archéologue reconstituant la vie de quelqu'un que je pensais déjà connaître parfaitement. Quand le dimanche est revenu, je n'ai pas dit à Michael que je le suivais. J'ai simplement quitté la maison, 20 minutes après lui, conduisant sur le chemin désormais familier menant à la rue des Saules, avec un étrange mélange de culpabilité et de détermination pesant sur ma poitrine. Je me suis garé au même endroit que la fois précédente, assez loin pour passer inaperçu, mais assez près pour voir tout se dérouler. Cette fois, Michael et le garçon, dont je ne connaissais toujours pas le prénom, construisaient quelque chose ensemble dans l'allée, une étagère, à en juger par le carton plat appuyé contre la porte du garage. Michael tenait la planche fermement, pendant que le garçon vissait, sa petite langue tirée par la concentration, comme le font les enfants lorsqu'une tâche est importante pour eux. L'homme plus âgé que j'avais vu la semaine précédente, celui aux cheveux argentés, se tenait à proximité, discutant avec un voisin par-dessus la clôture, et j'ai saisi un fragment de sa phrase, porté par le vent. « C'est la famille », a dit l'homme, hochant la tête en direction de Michael, la voix pleine d'une aisance qui suggérait que ce n'était une nouvelle pour personne, sauf pour moi. Pas parce qu'il le doit, mais parce qu'il l'a choisi. Quelque chose dans ma poitrine s'est brisé à ces mots, bien que je ne puisse pas encore nommer le sentiment qu'il avait provoqué. J'ai regardé Michael rire à quelque chose que le garçon venait de dire, un rire plein et facile, que je n'avais pas entendu de sa part depuis plus longtemps que je ne voulais bien l'admettre. Pas le petit rire poli qu'il offrait lors des dîners de famille. Pas le soupir fatigué qu'il accordait à mes blagues, après une longue journée au bureau. C'était différent, ouvert, chaleureux, le rire d'un homme qui avait complètement baissé la garde, parce qu'il faisait totalement confiance à la personne se trouvant face à lui. Je suis restée assise dans ma voiture pendant près de 2 heures ce jour-là, observant une version de mon mari que je ne reconnaissais pas tout à fait, mais qui, paradoxalement, me semblait plus authentiquement lui que tout ce que j'avais vu depuis des années. Il n'y avait aucune mise en scène là-dedans, aucune obligation, juste un dévouement calme et constant envers une tâche, et envers un enfant qu'il adorait visiblement. Avant que je ne démarre finalement mon moteur pour partir, j'ai entendu la voix du garçon résonner à travers la cour, assez clairement pour m'atteindre, même à distance. « Tu viendras dimanche prochain, toi aussi, pas vrai ?» a-t-il demandé, et il y avait quelque chose de fragile sous le ton désinvolte de la question, quelque chose qui ressemblait à un enfant se préparant à être déçu, tout en espérant le contraire. Michael n'a pas hésité. « Je ne raterai ça pour rien au monde », a-t-il dit, d'un ton simple et sûr, comme une promesse qu'il avait faite une centaine de fois auparavant, et qu'il avait l'intention de tenir une centaine de fois encore. J'ai conduit jusqu'à la maison avec cette phrase tournant en boucle dans mon esprit. Je ne raterai ça pour rien au monde. Pas « j'essaierai », ni « on verra ». Un vœu prononcé clairement, avec le même ton qu'il avait utilisé lorsqu'il m'avait dit, des décennies plus tôt, qu'il m'aimerait pour le reste de sa vie. J'ai réalisé, à cet instant, que peu importe ce qu'il y ait mon mari à ce garçon de la rue des Saules, ce n'était ni passager, ni récent. Cela portait le poids des années, la forme de quelque chose de délibérément construit et soigneusement protégé. Cette nuit-là, je suis restée éveillée bien après que Michael se soit endormi à mes côtés, sa respiration lente et régulière,
totalement inconscient de l'attention avec laquelle j'avais observé le déroulement de son autre vie. J'ai pensé à la boîte à outils dans le garage, aux corrections de géométrie de son écriture, à l'aisance de ce rire que je n'avais pas mérité le droit de voir aux premières loges. J'ai pensé aux mots du vieil homme, flottant par-dessus la clôture, pas parce qu'il le doit, mais parce qu'il l'a choisi, et j'ai compris, pour la première fois, que je ne contemplais pas les ruines de mon mariage. J'étais face à un mystère. Et quelque part, sous ma confusion, une question plus discrète avait commencé à prendre racine, une question à laquelle je ne pouvais pas encore répondre. Qu'est-ce qui pourrait bien pousser un homme à tenir une telle promesse fidèlement, chaque semaine pendant des années, sans jamais en parler à sa propre femme? Je n'ai pas engagé de détective privé. Je n'ai pas confronté Michael sous le coup de la colère. Bien qu'il y ait eu des moments, cette semaine-là, où les mots étaient au bord de mes lèvres, prêts à jaillir pendant le dîner ou dans le calme de notre chambre obscure. Au lieu de cela, j'ai fait ce que j'ai toujours fait quand quelque chose dans ma vie refusait de faire sens, je suis partie à la recherche des faits. J'ai passé 30 ans en tant que comptable, à rapprocher des chiffres qui ne correspondent pas, jusqu'à trouver l'unique transaction qui explique tout. J'ai décidé de traiter cela de la même manière. J'ai commencé par les archives du journal local, cherchant en ligne tout ce qui était lié au prénom que j'avais entendu le vieil homme utiliser pour le garçon, Ethan, en le croisant avec notre ville et le département environnant. Cela a pris moins de temps que ce que j'espérais. Un gros titre datant de 3 ans plus tôt a brusquement arrêté mon défilement. Un incendie de maison, dans les quartiers est de la ville. Un pompier volontaire qui n'en était pas sorti, laissant derrière lui une femme et un jeune fils. Le nom du pompier était Daniel Brox. L'article incluait une photographie, un portrait de famille, visiblement pris 1 an ou 2 avant l'incendie, montrant un homme aux larges épaules en uniforme. Se tenant à côté d'une femme que je reconnaissais maintenant instantanément, son bras entourant un garçon qui ne devait pas avoir plus de 8 ou 9 ans à l'époque. Olivia Brox. Ethan Brox. Les pièces autour desquelles je tournais depuis 2 semaines avaient soudainement des noms attachés. Et avec ces noms, est venue une histoire à laquelle je ne m'attendais pas. J'ai continué à lire. L'incendie s'était déclaré dans un duplex, à 2 rues d'une école primaire, et Daniel y était entré pour secourir 2 enfants piégés au premier étage. Il les avait sortis. Mais il n'avait pas pu sortir lui-même à temps. L'article mentionnait une enquête sur les causes de l'incendie, une procédure standard pour tout décès. Enfoui dans un article de suivi datant de quelques semaines plus tard, se trouvait une simple phrase qui m'a coupé le souffle, une citation de la caserne centrale des pompiers. Remerciant l'ingénieur en structure qui avait été consulté pour l'enquête, s'assurant que le schéma d'effondrement du bâtiment soit correctement compris pour le rapport final. Le nom de l'ingénieur était Michael Lawson. Je suis resté avec cette information pendant un long moment, fixant l'écran de mon ordinateur dans la cuisine vide. Les événements des 2 dernières années se réorganisaient en une forme que je reconnaissais enfin. Michael n'avait pas juste été consulté sur un dossier abstrait. Il avait marché à travers les décombres de cette maison. Il avait très certainement rencontré Olivia et Frank pendant l'enquête, dans les semaines les plus cruelles et dévastatrices de leur vie, alors qu'une veuve et un grand-père âgé essayaient de trouver comment élever un garçon de 8 ans traumatisé, qui venait de voir son père mourir en le sauvant. Je n'avais aucune preuve de ce qui s'était dit entre eux à l'époque, dans aucun article ou registre public, mais je connaissais assez bien mon mari, après 27 ans, pour l'imaginer clairement. Michael n'a jamais été un homme qui tourne le dos aux choses brisées. C'est lui qui reste tard pour réparer la clôture d'un voisin sans être payé, qui passe ses samedis matins à aider les amis de fac d'Anna à déménager, et qui ne peut pas laisser un problème non résolu, s'il estime être capable de le régler. Je pouvais l'imaginer, se tenant dans les ruines de cette maison, rencontrant un garçon effrayé qui venait de perdre son père, et prenant une décision que la plupart des gens auraient laissé doucement glisser dans le passé. Je me suis surprise à imaginer les mots, bien que je ne saurais jamais exactement ce qui a été dit. Quelque chose de simple, quelque chose comme un vieux Frank demandant si son petit-fils s'en sortirait, ou Ethan serrant un jouet taché de suie, sans parler à personne pendant des jours. Et quelque part, dans ce chaos terrible et tendre, mon mari disant doucement à Frank, « Si Ethan a un jour besoin de moi, appelez-moi. » Ce n'était pas une promesse grandiloquente. Ce n'était pas le genre de choses qu'on s'attendrait à voir un homme respecté,
des années plus tard, une fois l'enquête close et que la vie a remis chacun sur son orbite séparée. La plupart des gens disent ce genre de choses dans des moments de deuil, de façon très sincère sur l'instant, pour voir ensuite ces paroles se dissoudre, une fois la crise passée et la vie ordinaire reprenant ses droits. Mais Michael n'est pas la plupart des gens. Frank avait appelé, et au lieu de laisser la promesse s'effacer comme une vieille bonne intention, Michael l'avait tenue, discrètement, fidèlement, pendant 3 ans, sans jamais m'en glisser un seul mot. J'ai fermé mon ordinateur portable, et je me suis assise dans la cuisine plongée dans le noir pendant un long moment, sentant la forme de ma colère se dissoudre en quelque chose de bien plus complexe. Je ne regardais pas un homme qui avait trahi notre mariage. Je regardais un homme qui avait fait un vœu secret à un enfant en deuil, et qui n'avait jamais envisagé une seule fois de le rompre, même au prix du secret, même au risque de ce que je pourrais penser si je le découvrais. Il y avait quelque chose de presque insoutenablement noble là-dedans, et quelque chose qui blessait d'une manière totalement différente d'une infidélité, car, maintenant, je comprenais exactement à quoi ces dimanches matins avaient servi pendant tout ce temps. Chaque leçon de mathématiques, chaque réparation de vélo, chaque après-midi tranquille passé à apprendre à Ethan à manier un marteau ou à tenir une canne à pêche. Ce n'était pas une seconde vie que Michael s'était construite loin de moi. C'était un garçon qui avait perdu son père, et un homme qui avait refusé de le laisser perdre qui que ce soit d'autre, un dimanche à la fois, pendant 3 années ininterrompues. J'ai pensé à la voix d'Ethan, dérivant à travers cette cour, « Tu viendras dimanche prochain, toi aussi, pas vrai ?» Et à la réponse de Michael, ferme et immédiate, « Je ne raterai ça pour rien au monde. » Je comprenais enfin ce que ces mots signifiaient réellement. J'ai attendu jusqu'au dimanche matin pour dire quoi que ce soit, non pas parce que je voulais le prendre au dépourvu, mais parce que je voulais lui donner une dernière chance de me le dire lui-même, de la façon dont je croyais maintenant qu'il avait toujours eu l'intention de le faire, en son temps. Il se tenait au comptoir en train de verser son café, déjà habillé pour son départ habituel, quand j'ai posé mon ordinateur sur l'îlot central, ouvert sur l'article parlant de l'incendie. « Michael » ai-je dit, en gardant ma voix aussi stable que possible. Je sais, pour la rue des Saules. Il s'est figé, la cafetière en suspens au-dessus de son mug, et pendant un instant, j'ai vu une émotion complexe traverser son visage. Pas de la panique, exactement, mais cette immobilité particulière d'un homme qui a porté un lourd fardeau pendant longtemps, et qui vient de réaliser qu'il n'aura plus à le porter seul. Il a posé la cafetière avec soin, comme si le mouvement en lui-même exigeait de la concentration. « Depuis combien de temps le sais-tu » a-t-il demandé doucement. « 2 semaines, ai-je admis. Je t'ai suivi. J'ai entendu le coup de téléphone. La femme, Olivia, je t'ai vu avec Ethan. Je ne comprenais pas ce que j'étais en train de regarder, alors j'ai fait quelques recherches. » Il a hoché lentement la tête, tirant une chaise de la table, et pour la première fois en près de 3 décennies de mariage, j'ai vu mon mari lutter pour trouver les bons mots. Je me suis assise en face de lui, et j'ai attendu. Je ne lui ai pas demandé pourquoi il ne me l'avait pas dit, pas encore. J'ai posé la seule question qui comptait vraiment, pourquoi ne m'as-tu rien dit ? Il est resté silencieux pendant un long moment, faisant tourner lentement sa tasse de café entre ses mains sans en boire. Ça a commencé par des petites choses, a-t-il finalement dit. Je les ai rencontrés pendant l'enquête. Ethan ne parlait à personne. Frank faisait de son mieux, mais il avait 70 ans et il était lui aussi en deuil, essayant d'élever seul un garçon de 8 ans traumatisé. J'ai juste commencé à passer les voir d'abord pour l'aider avec un projet d'école, puis pour réparer une clôture. Je me disais que je prendrais mes distances une fois les choses stabilisées, une fois qu'Ethan aurait retrouvé un semblant de vie normale. Mais tu n'as pas pris tes distances, ai-je dit. Non. Il a levé les yeux vers moi à ce moment-là, et il y avait quelque chose à vif dans son expression, une émotion que je voyais rarement chez lui. À chaque fois que je pensais à m'éloigner, je le voyais m'attendre sur ce porche. Et je n'en étais pas capable. Il a commencé à me demander, chaque dimanche, si je reviendrais la semaine suivante, et je n'ai jamais voulu être la personne qui dirait non à ce gamin. Pas après tout ce qu'il avait déjà perdu. J'ai pensé à la promesse que j'avais imaginée, celle que je ne pouvais pas prouver, mais dont je savais au fond de moi qu'elle était vraie. Tu as dit à Frank que tu viendrais si Ethan avait un jour besoin de toi.
Les yeux de Michael se sont légèrement écarquillés, surpris que j'ai réussi à rassembler autant de pièces du puzzle. Oui, a-t-il avoué. Je l'ai dit sans vraiment y réfléchir. Je ne m'attendais pas à cet appel. Quand Frank m'a téléphoné 8 mois plus tard en disant qu'Ethan avait arrêté de manger, de parler, et qu'il refusait de sortir de sa chambre, je ne pouvais pas l'ignorer. J'y suis allée ce dimanche-là, et j'ai juste continué à y retourner pendant 3 ans. J'ai répondu, tu as continué à y retourner, chaque semaine, et tu ne m'en as jamais parlé, pas une seule fois. Je sais ce que ça donne l'impression d'être, a-t-il dit. Et pour la première fois, son sang-froid s'est légèrement fissuré, sa voix devenant plus faible. Je ne cachais pas une liaison, Rebecca. Je cachais une responsabilité, que je ne savais pas comment expliquer sans que ça paraisse étrange. Ou sans que tu t'inquiètes du fait que j'en prenais trop sur mes épaules, ou sans te donner l'impression que je m'étais construit une toute autre vie sans t'en parler d'abord. Ce que tu as fait, ai-je souligné doucement, bien qu'il n'y ait plus eu de réelle accusation dans ma voix. Je sais, a-t-il reconnu. Au début, je me suis convaincu que c'était temporaire, donc que cela ne nécessitait pas encore d'explication. Puis les mois ont passé, et il m'a semblé trop tard pour aborder le sujet sans que tu ne te demandes pourquoi j'avais attendu si longtemps. À chaque année qui passait, le silence devenait de plus en plus lourd. Je ne protégeais pas un secret. Je crois qu'honnêtement, je protégeais l'univers d'Ethan pour éviter qu'il ne se sente fragile. Il avait déjà perdu tellement de stabilité. Je ne voulais pas qu'il ait jamais l'impression que ma présence était conditionnelle, quelque chose qui pourrait lui être retiré si ma propre vie devenait trop compliquée. Je suis restée avec ces mots pendant un long moment, observant mon mari, un homme qui, en 27 ans, ne m'avait jamais donné de réelle raison de douter de son intégrité, paraître plus vulnérable que je ne l'avais jamais vu depuis la naissance d'Anna. J'ai pensé à la boîte à outils dans le garage, aux feuilles d'exercice de mathématiques, aux rires que j'avais surpris planant au-dessus de ce jardin, des rires tellement plus légers que tout ce que j'avais entendu de lui depuis des années. J'ai pensé à un garçon qui avait perdu son père dans un incendie, demandant chaque dimanche si le seul homme qui avait choisi de rester reviendrait à nouveau. J'ai tendu la main par-dessus la table et pris celle de Michael, sentant la tension en lui commencer lentement à s'apaiser. Tu aurais dû me le dire, ai-je dit. Pas parce que tu as fait quelque chose de mal, mais parce que j'aurais compris. Parce que j'aime toujours l'homme qui fait ce genre de promesses et qui les tient, même quand c'est contraignant, même quand c'est difficile à expliquer. Il m'a regardé longuement, et quelque chose ressemblant à du soulagement a doucement illuminé ses traits. Emmène-moi avec toi dimanche prochain, lui ai-je dit. Le dimanche suivant, j'ai fait le trajet avec Michael jusqu'à la rue des Saules pour la première fois. Assise sur le siège passager de son pick-up au lieu de le suivre à 2 maisons de distance dans ma propre voiture, je me sentais étrangement nerveuse, d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. 27 ans de mariage, et je me surprenais encore à lisser ma jupe et à vérifier mon reflet dans le miroir du pare-soleil, comme si j'allais rencontrer quelqu'un dont l'opinion m'importait énormément. Et d'une certaine manière, je suppose que c'était le cas. Michael avait appelé plus tôt dans la semaine, expliquant gentiment à Frank et Olivia que Rebecca savait tout maintenant, et que je voulais venir. Je ne pouvais qu'imaginer ce que cette conversation avait dû représenter de leur côté. 3 ans d'une intimité soigneusement préservée qui s'ouvrait soudainement pour inclure une étrangère, même si cette étrangère était, à sa propre manière compliquée, déjà liée à tout cela. C'est Olivia qui a ouvert la porte à notre arrivée, et j'ai pu voir immédiatement la fatigue dans ses yeux, la politesse prudente de quelqu'un qui se prépare à une conversation difficile. De près, elle était plus jeune que ce à quoi je m'attendais, avec des yeux cernés qui racontaient des années passées à maintenir seul un foyer à bout de bras. Frank se tenait quelques pas derrière elle dans le hall d'entrée, l'expression plus difficile à déchiffrer, les bras croisés nonchalamment sur la poitrine dans une posture qui semblait plus protectrice qu'hostile. « Rebecca, » a dit Olivia prudemment, tendant une main qui tremblait très légèrement. « C'est un plaisir de vous rencontrer enfin. » Moi de même, ai-je répondu, et je le pensais, bien que les mots aient semblé bien insuffisants face à tout ce qui restait non dit entre nous. Ethan a été le plus difficile à affronter. Il se tenait près de l'escalier, à moitié caché derrière l'épaule de Frank, m'observant avec cette méfiance particulière d'un enfant qui a déjà appris que le changement est souvent synonyme de perte.
J'ai tout de suite compris pourquoi Michael n'avait jamais voulu perturber ce monde si fragile. Ethan avait construit son sentiment de sécurité autour d'un rituel dominical bien précis, et j'étais là, une variable inconnue menaçant de compliquer la seule stabilité qui lui restait. Je n'ai pas essayé de forcer la conversation. Au lieu de cela, j'ai demandé à Olivia si je pouvais l'aider dans la cuisine, et j'ai passé les 20 premières minutes à exister simplement en périphérie de leur monde, les laissant s'habituer à ma présence à leur propre rythme. Michael, de son côté, évoluait dans la maison exactement comme il l'avait toujours fait, vérifiant un robinet qui fuyait dont Frank avait parlé, entraînant Ethan dans le garage pour examiner un frein de vélo qui nécessitait un réglage. Son aisance dans cet espace, si solidement établi après 3 ans, semblait rassurer tout le monde sur le fait que rien d'essentiel n'avait finalement changé. Plus tard, je me suis retrouvée assise sur les marches du porche arrière à côté d'Ethan, qui s'était aventuré dehors, tenant un demi-sandwich à la main manifestement envoyé pour garder un œil sur moi, selon un arrangement silencieux avec les adultes restés à l'intérieur. Nous sommes restés assis en silence pendant un moment, le soleil de fin de matinée réchauffant les marches en bois sous nos pieds. Je pensais que Michael avait sa place ailleurs, ai-je finalement dit, gardant ma voix douce, sans me précipiter. Pendant un moment, je n'ai rien compris à tout ça, mais maintenant je sais qu'il ne me cachait pas un secret. Il tenait juste une promesse qu'il t'avait faite. Ethan ne m'a pas regardé tout de suite. Il chipotait la croûte de son sandwich, son jeune visage traversé par un questionnement complexe. Quand il a finalement pris la parole, sa voix s'est légèrement brisée aux entournures. Le dimanche, c'est le seul jour où j'ai encore l'impression d'avoir un papa, a-t-il dit. Et puis, comme si cette phrase avait déverrouillé quelque chose qu'il retenait depuis très longtemps, il s'est mis à pleurer. Pas de façon dramatique, juste des larmes silencieuses et continues qui témoignaient d'années de chagrin, portées de manière bien trop solitaire pour un garçon de son âge. Je n'ai pas cherché à le prendre dans mes bras immédiatement. Je suis simplement restée assise à côté de lui laissant vivre ce moment, et j'ai senti mes propres yeux s'embuer sans vraiment le vouloir. J'ai pensé à Daniel Brooks, un homme que je n'avais jamais rencontré, qui avait couru dans un bâtiment en flammes et donné sa vie pour que son fils puisse garder la sienne. J'ai pensé à Michael, se tenant dans les ruines de ce même incendie, faisant une promesse silencieuse à une famille brisée, une promesse qu'il n'avait jamais rompue. Je suis heureuse qu'il ait tenu parole, ai-je fini par dire. Je suis heureuse que tu l'aies dans ta vie. Ethan a essuyé son visage du revers de la main, et pour la première fois depuis mon arrivée, m'a regardé directement dans les yeux. Quelque chose dans son expression a adouci sa méfiance, pour laisser place à un visage plus ouvert, plus disposé à m'accepter. Plus tard dans l'après-midi, tout le groupe s'est réuni dans le jardin pour un barbecue. Frank s'occupait du grill avec l'autorité naturelle d'un homme qui a fait cela 1 millier de fois. Olivia disposait des assiettes en carton et un pichet de citronnade. Anna, notre fille, a fait le trajet depuis son appartement après que Michael l'eut appelée pour l'inviter. Curieuse et un peu abasourdie par l'histoire qui se déroulait devant elle, elle s'est montrée chaleureuse et facile à vivre comme toujours, trouvant rapidement un sujet de conversation avec Ethan à propos d'un jeu vidéo qu'il adorait. Au moment où le soleil a commencé à décliner sur le jardin, tout avait changé. Plus personne ne se sentait étranger. Frank a raconté une vieille histoire sur Daniel qui a fait rire Olivia, à travers des larmes inattendues. Michael retournait les hamburgers pendant qu'Ethan commentait les opérations avec des instructions exagérées depuis sa chaise de jardin, profitant pleinement de son autorité temporaire. Alors que nous nous préparions à partir, Ethan a couru vers moi près de la voiture, sa timidité du début totalement dissipée. « Tu reviendras dimanche prochain ?» a-t-il demandé, en levant les yeux vers moi avec un espoir si sincère qu'il m'a bouleversée. J'ai souri, sentant un sentiment de chaleur s'installer dans ma poitrine. À chaque fois que j'en aurai l'occasion, lui ai-je répondu. Une année s'est écoulée depuis ce premier après-midi passé dans la rue des Saules, et les dimanches dans notre famille ne ressemblent plus du tout à ce qu'ils étaient, ils ressemblent exactement à ce qu'ils auraient dû être depuis le début. Ce n'est plus le jour où Michael disparaît discrètement, pendant que je reste à la maison à me poser des questions. C'est le jour où 2 familles, que le deuil et les circonstances avaient autrefois séparées, se réunissent désormais sans secret, sans hésitation, simplement parce que nous l'avons choisi.
J'ai appris à Ethan à préparer les sablés de ma grand-mère au printemps dernier, debout à côté de lui au comptoir de la cuisine d'Olivia, pendant qu'il mesurait soigneusement la farine, avec la même concentration intense qu'il mettait autrefois à faire de longues divisions. Il a complètement ruiné la première fournée, riant de sa propre erreur d'une manière qui aurait été impensable pour le garçon renfermé et prudent que j'avais rencontré un an plus tôt. Michael et Ethan ont passé un samedi entier, le mois dernier, à reconstruire la transmission d'un vieux kart à pédales que Frank gardait dans sa remise depuis des années. Tous les deux couverts de cambouis, ils se chamaillaient de bonne humeur à propos d'instructions qu'aucun d'eux ne comprenait totalement. Frank est devenu « Papy Frank » pour toute notre famille, et plus seulement pour Ethan. Il débarque au dîner d'anniversaire d'Anna, avec des histoires sur ses années de pompier qui font rire toute la table bien après le dessert. Il appelle Michael une semaine sur deux juste pour parler, comme le font de vieux amis. Leurs conversations ne sont plus rattachées à une quelconque obligation, mais sont simplement enracinées dans une affection sincère. Olivia a rouvert la petite boulangerie qu'elle avait mise de côté après la mort de Daniel. Et je suis devenue l'une de ses clientes régulières du samedi, m'asseyant à son comptoir autour d'un café, discutant des complications ordinaires de la vie, comme le font les amis proches. Anna traite Ethan comme le petit frère qu'elle n'a jamais eu, le taquinant sans relâche sur ses goûts musicaux, et débarquant à l'improviste pour l'aider dans ses projets scolaires, lorsqu'elle vient en visite depuis Toulouse. En les regardant ensemble, j'oublie parfois qu'il y a un an, aucune de ces personnes n'existait dans la vie des autres. Qu'une famille entière s'était silencieusement formée autour d'une promesse, faite dans les cendres d'une tragédie, bien avant que je n'en soupçonne l'existence. Je repense souvent à ce dimanche matin où j'ai répondu au téléphone de Michael pour la première fois, mes mains glacées, mon esprit construisant déjà la pire version d'une histoire qui s'est révélée être tout autre. Je repense à la certitude que j'avais eue dans ce moment terrible d'être sur le point de perdre mon mari. Que 27 ans de mariage étaient en train de s'effondrer, en l'espace d'un seul coup de téléphone. Je n'aurais pas pu avoir plus tort. Et je n'ai jamais été aussi reconnaissante d'avoir eu tort de toute ma vie. Ce que j'ai découvert, au lieu d'une trahison, c'est une version de mon mari que je n'avais pas encore totalement cernée. Même après toutes nos années passées ensemble, j'ai trouvé un homme capable d'un héroïsme discret, sans aucune recherche de gloire. Le genre d'héroïsme qui ne s'annonce pas, qui se présente simplement chaque semaine, sans avoir besoin de reconnaissance ou de remerciement. J'ai trouvé un jeune garçon qui avait tout perdu dans un incendie et qui, lentement, prudemment, avait retrouvé le chemin du rire. J'ai trouvé une veuve reconstruisant sa vie un dimanche à la fois, et un vieil homme qui était devenu grand-père 2 fois pour une famille liée non pas par le sang, mais par le choix, la constance, et par un amour qui refusait tout simplement de baisser les bras. Le week-end dernier, nous nous sommes tous réunis à nouveau chez Frank, le jardin rempli du joyeux brouhaha de personnes qui apprécient sincèrement la compagnie des autres. Ethan a fait irruption par la porte d'entrée dès l'instant où notre voiture s'est garée dans l'allée, dévalant les marches avec cette même joie décomplexée que j'avais autrefois observée de loin, garée 2 maisons plus loin, terrifiée par ce qu'elle pouvait signifier. Sauf que maintenant, cette joie nous était destinée à tous les deux. Rebecca. Michael. Entrez. Le petit déjeuner est presque prêt, a-t-il crié, agitant les 2 bras comme si nous risquions de ne pas le voir, planté là sur le porche. Je suis descendu du pick-up et j'ai marché vers cette maison de la rue des Saules. Je n'étais plus une étrangère observant par les fenêtres, mais un membre de la famille franchissant la porte d'entrée. J'ai pensé à quel point j'avais été proche de laisser la peur et les suppositions écrire une toute autre fin à cette histoire. Une fin où j'aurais confronté Michael dans la colère, avant même de comprendre ce que j'avais vraiment sous les yeux. Une fin où j'aurais laissé 2 semaines de surveillance silencieuse se durcir en ressentiment au lieu de curiosité. Je croyais auparavant que tout ce qui était caché derrière une porte verrouillée, derrière des absences inexpliquées, derrière des secrets gardés même pour les proches, devait forcément être quelque chose de douloureux, quelque chose destiné à blesser. J'ai appris depuis lors que ce n'est pas toujours vrai. Parfois, ce qui est caché n'est pas du tout une trahison. Parfois, c'est une promesse si tendre, si discrètement tenue, que la personne qui la porte ne sait pas comment l'exprimer à voix haute sans qu'elle paraisse plus insignifiante qu'elle ne l'est en réalité. Mon mari a tenu son vœu envers un garçon de 8 ans en deuil pendant 3 ans, sans jamais demander de reconnaissance,
sans jamais s'attendre à ce que je comprenne, simplement parce qu'il croyait que c'était la bonne chose à faire. Et ce faisant, il n'a rien enlevé à notre mariage. Il a offert à notre famille plus de personnes à aimer que je n'aurais jamais pu l'imaginer par moi-même. Je repense encore parfois à ce dimanche matin, au téléphone vibrant sur le comptoir, à mon monde entier basculant en un instant. Mais maintenant, quand je m'en souviens, je ne ressens plus de peur. Je ressens de la gratitude. La gratitude de l'avoir suivi ce jour-là. La gratitude de ne pas avoir laissé les suppositions devenir la seule histoire. La gratitude d'avoir trouvé, de l'autre côté de ma pire peur, quelque chose de bien plus grand que ce que je pensais perdre. Je veux savoir jusqu'où ce genre d'histoire peut résonner. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi d'où vous nous regardez. Nous avons tellement d'autres histoires comme celle-ci à partager avec vous chaque jour. Alors, assurez-vous de vous abonner pour ne jamais manquer un moment pareil.